D'après la Société de presse et des journaux locaux, un autre avion atterrit approximativement à 10h45. Mais Delta Airlines confirma que leur avion, le vol Delta 1989, avait atterri à Cleveland à 10h10. Par conséquent, c'est le vol 93 qui atterrit à Cleveland à approximativement 10h45. Les autorités examinèrent le vol Delta 1989 pendant plus de 2 heures et ses passagers furent questionnés individuellement. Le journal Plane Dealer rapporta que l'avion fut évacué à 12h30. Mais un autre journal, le Akron Beacon, rapporte qu'un autre avion fut évacué à 11h15, ce qui en ferait le vol 93. Le maire White rapporta que l'avion avait 200 passagers à son bord. Mais un passager du vol Delta 1989 rapporte une soixantaine de passagers. Donc, à 11h15, environ 200 passagers furent relâchés du vol 93. Une passagère du vol Delta 1989 déclara qu'elle fut emmenée au siège de la FAA. Mais d'autres rapports disent que les passagers furent emmenés à l'intérieur du centre de recherche de la NASA situé dans la partie ouest au bout de l'aéroport déjà évacué. Donc, pour résumer, Delta 1989 atterrit à 10h10 et est évacué à 12h30, presque 2h30 plus tard. Ces 69 passagers sont emmenés au siège de la FAA. Le vol 93 atterrit à 10h45 et est évacué en moins d'une demi-heure. Ces 200 passagers sont rapidement conduits dans un centre de recherche désaffecté de la NASA. Pourquoi a-t-il fallu 140 minutes pour évacuer 69 passagers alors que les 200 autres furent évacués en moins de 30 minutes? Les passagers du vol Delta 1989 sont sains et saufs quelque part. Mais la question demeure, qu'est-il advenu des 200 passagers du vol 93? Il est intéressant de noter que le nombre total de passagers des 4 vols du 11 septembre est de 198 ou de 243 selon à qui vous demandez. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui est réellement arrivé au vol 93, mais nous savons ce qui n'est pas arrivé. Des questions restent en suspens. La première étant, si différents avions ont été utilisés, qu'est-il advenu aux avions originaux? Malheureusement, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais si seulement nous pouvions examiner les boîtes noires des avions utilisés, nous pourrions prouver qu'ils n'étaient pas les vols originaux. Un avion de ligne intègre 2 boîtes noires. Chaque boîte noire comporte un enregistreur différent. Un enregistreur de voix du cockpit et un enregistreur des données de vol. L'enregistreur de voix du cockpit enregistre tous les sons à l'intérieur de celui-ci. Les bruits du moteur, les alarmes de la cabine et les conversations entre pilotes. Les communications entre la tour de contrôle, les briefings météo et les conversations entre les pilotes et l'équipage sont également enregistrés. L'enregistreur des données de vol enregistre au moins 28 paramètres différents dont l'heure, l'altitude, la vitesse et la direction. Certains enregistrent même plus de 300 caractéristiques de vol depuis le pilote automatique jusqu'aux alarmes de présence de fumée. Les enregistreurs eux-mêmes sont fabriqués à partir du métal le plus résistant connu, et l'information est stockée avec la date et l'heure sur une bande sans fin. N'importe quel dommage se produisant sur la boîte noire ne peut en aucun cas affecter les données qui se trouvent à l'intérieur. La commission du 11 septembre déclara que les 2 boîtes noires du vol American 11 et United 175 n'ont jamais été retrouvées. Pourtant, le FBI annonce avoir retrouvé le passeport de Sattam al-Soukami, qui réussit l'exploit de s'extraire de sa poche, passer au travers de la boule de feu du crash, pour finir dans une rue de Manhattan. Ainsi, 4 boîtes noires différentes, construites avec les matériaux les plus résistants connus, sont détruites. Et un simple passeport fait de simples papiers réussit à survivre. Mais qui a écrit ça ? Ted Lopatkevitz, porte-parole du Conseil de sécurité des transports nationaux, déclara à CBS « Il est extrêmement rare de ne pas récupérer les boîtes noires. Je ne me souviens pas d'une autre affaire dans laquelle nous n'avons pas récupéré ces enregistreurs. » Il s'avère que Ted a raison. Nicolas Demasi, un pompier qui participa aux opérations de recherche, déclare dans son livre Behind the Scene Ground Zero: à un moment, j'ai été assigné avec des agents fédéraux sur les lieux pour retrouver les boîtes noires des avions. Il y avait un total de 4 boîtes noires, nous en avons retrouvé 3. Tout dépend qui vous préférez croire.
Le directeur du FBI, Robert Mueller, déclara que l'enregistreur de données du vol 77 fournissait l'altitude, la vitesse, la direction et d'autres informations, mais que l'enregistreur de voix ne contenait, lui, rien d'utile. Donald Rumsfeld déclara que les données de l'enregistreur de voix du cockpit n'étaient pas récupérables. Pour ce qui est du vol 93, ce fut le seul vol où l'enregistreur des voix du cockpit fut récupéré. Il fut diffusé pour les familles en avril 2002, mais pas avant que celle-ci n'ait signé un accord les interdisant d'en parler à quiconque, ni même de prendre des notes. Et pour une raison que l'on ignore, les 3 dernières minutes de la bande furent retirées. Le FBI ne donna aucune explication. Pourquoi la commission du 11 septembre a dit que les enregistreurs des vols 11 et 175 de New York ne furent pas retrouvés? Pourquoi Robert Mueller nous a dit qu'il n'y avait rien d'intéressant sur celle du vol 77 du Pentagone? Qu'y a-t-il sur les 3 dernières minutes de l'enregistreur du vol 93 de Shanksville? Ce sont des questions vitales qui ont besoin de réponses. Il est aussi intéressant de noter que le vol 93 fut aperçu le 10 avril 2003 à l'aéroport de Chicago par David Friedman, un employé d'United Airlines qui enregistre tous les vols. Le matricule sur la queue de l'appareil N591 UA fut aperçu sur le vol 1111 à 757 de United Airlines. Et d'après la FAA, N591 UA et N612 UA, les vols 93 et 175 sont toujours valides. Mais les vols 11 et 77 sont listés comme détruits. Sans compter qu'il n'était même pas prévu de voler le 11 septembre. Point suivant, les appels en vol depuis les téléphones portables. Ces appels reçus sont extrêmement particuliers. La plupart d'entre eux ne durent que le temps de quelques phrases avant que les personnes ne raccrochent seulement pour rappeler plus tard. L'hôtesse de l'air Betty Hong aurait prétendument passé un appel depuis le vol 11. D'après la commission du 11 septembre, malgré le fait que la conversation dura 23 minutes, seulement 4 minutes et demie furent enregistrées. Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody staffed in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. Okay. Our number 1 is got stabbed. Our purser is stabbed. Nobody knows who stabbed who, and we can't even get up to business class right now because nobody can breathe. Our number 1 is stabbed right now. Okay. And our number 5, our first class passengers, our first class galley flight attendant and our purser has been stabbed. And we can't get to the cockpit. The door won't open. Est-ce que Betty Hong se comporte comme une femme se trouvant dans un avion détourné et venant juste de voir 5 personnes se faire poignarder? Pourquoi n'entend-on personne crier derrière? L'hôtesse de l'air Madeleine Sweeney a prétendument parlé avec son manager au sol Michael Woodward pendant 25 minutes. Elle décrit 4 pirates de l'air, le FBI dit qu'ils étaient 5. Elle raconte que les pirates se trouvaient dans les rangées 9 et 10. La FAA déclare qu'ils étaient tous dans la rangée 8. Vers la fin, elle s'écrie « Je vois des buildings, de l'eau, oh mon Dieu ». Madeleine était hôtesse de l'air à Boston depuis 12 ans. Je pense qu'elle aurait reconnu Manhattan. Un homme disant être Mark Bingham appela sa mère, Alice, qui rendait visite à sa belle-sœur. « Maman, c'est Mark Bingham. À quand remonte la dernière fois où vous avez appelé votre mère en prononçant votre propre nom? Je veux juste te dire que je t'aime, je suis en vol de Newark à San Francisco. Il y a 3 hommes à bord et ils ont pris le contrôle de l'avion et ils disent qu'ils ont une bombe. Je t'appelle depuis l'airphone. Et ensuite, tu me crois maman, n'est-ce pas? Oui Marc, je te crois. Qui sont ces hommes? Puis il est interrompu par quelqu'un avec un ton masculin grave qui semble être de l'anglais. Après 30 secondes où des sons sourds sont entendus, la personne répète « Je t'appelle avec un airphone ». Sa mère lui demande à nouveau « Qui sont ces hommes ?» Après une autre pause, il demande à nouveau « Tu me crois maman, n'est-ce pas ?» Il y eut une autre pause, puis la ligne fut coupée. Jusqu'à présent, aucun des appels excepté celui de Betty Hong du vol American Airlines n'a été rendu public. Mais pour être honnête, tout cela n'a aucune importance. Pourquoi? Parce qu'aucun de ces appels n'a pu avoir lieu. Keith Windy, de Physique911.net, entreprit des recherches. Dans une expérience appelée Projet Achille, il emmena une série de téléphones portables à bord d'un Cessna 172 et vola jusqu'à 2400 mètres pour déterminer le taux de chance qu'un appel aboutisse alors que l'avion grimpait. À 1200 mètres, il eut un succès de 40%. À 2400 mètres, il eut un succès de 10%. À 9800 mètres, l'altitude de croisière d'un avion de ligne, il eut un taux de réussite de 0,6%. Moins d'une chance sur 100. Vous ne me croyez pas? Même American Airlines a contredit le gouvernement.
Le 15 juillet 2004, les passagers à bord d'un vol d'American Airlines purent appeler et recevoir des appels depuis leur téléphone mobile comme s'ils étaient au sol, grâce à une station mobile qui fut installée dans l'avion. Ça a super bien marché. J'ai appelé au bureau, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé un ami à Paris. Ils m'entendaient tous très bien, moi aussi. Pourquoi American Airlines dépenserait des milliers de dollars dans cette technologie en 2004 alors que les téléphones mobiles marchaient si bien en avion le 11 septembre 2001? Les appels depuis ces portables étaient tous des faux, aucun doute là-dessus. Alors comment est-il possible de recréer la voix d'une personne? En 1999, le laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique révéla sa technologie de morphing de voix. Le général Carl Steiner, ancien commandant en chef des opérations spéciales américaines, déclara sur bande: « Messieurs, nous vous avons appelés tous ensemble pour vous informer que nous allons renverser le gouvernement des États-Unis. » Un autre exemple était celui de Colin Powell déclarant « Je suis bien traité par mes ravisseurs. » Avec simplement un enregistrement de 10 minutes de la voix d'une personne, ils sont capables presque en temps réel de la cloner. Steiner fut si impressionné qu'il en demanda une copie. Qu'en est-il des pirates de l'air? Le 14 septembre 2001, le département de la justice publia les noms des 19 supposés terroristes. Mais le 23 septembre, la chaîne BBC rapporta que Walid al-Shehri était vivant et en bonne santé à Casablanca au Maroc. Ils ont également remonté la trace d'Abdulaziz Al-Omari, qui est ingénieur chez Saudi Telecoms. Il perdit son passeport alors qu'il faisait des études à Denver. Dans le même article, le directeur du FBI, Robert Mueller, admit qu'il y a encore des doutes sur l'identité de plusieurs pirates de l'air. Alors combien de pirates se sont révélés être vivants? Au moins 9. Wael M. al-Shehri est vivant et en bonne santé. Moland al-Shehri est vivant et vit en Arabie Saoudite. Khalid al-Midar est programmateur sur ordinateur à la Mecque. Salem Al-Azmi travaille dans une usine chimique à Yanbu en Arabie Saoudite. Saïd Al-Ghamdi s'entraîne pour être pilote à Tunis. Ahmed Al-Nami est superviseur administratif pour la compagnie Saudi Airlines. Nous avons déjà parlé de Walid et Abdulaziz. Pour finir, le père de Mohamed Atta affirme avoir reçu un appel téléphonique de son fils le 12 septembre. Les 20 et 27 septembre, Mueller admit sur la chaîne CNN qu'il n'y avait pas de preuves légales pour prouver l'identité des pirates de l'air. Après tout, même la liste officielle du vol 77 ne liste pas les pirates. Et l'alinéa ne mentionne même pas leur absence. Donc, s'il n'y a aucune preuve que les pirates de l'air furent des membres d'Al-Qaïda, ni même qu'ils se trouvaient à bord des avions, quelle justification avons-nous pour bombarder l'Afghanistan? Ah, c'est vrai. La cassette de la confession de Ben Laden. Le 14 décembre 2001, le gouvernement publia une bande vidéo montrant supposément Ben Laden revendiquant les attaques du 11 septembre et qu'ils affirmèrent avoir trouvé dans une maison à Jalalabad en Afghanistan. Sauf qu'un certain nombre de choses ne vont pas dans cette vidéo. Premièrement, la bande elle-même est de très mauvaise qualité. Deuxièmement, l'homme dans la vidéo ne ressemble et ne se comporte en rien comme Ben Laden. Si l'on en croit le site du FBI, Oussama est gaucher. Pourtant, dans cette vidéo, il écrit une note avec sa main droite. Sans compter qu'il porte une bague en or, ce qui est interdit par la loi islamique. Ce détail n'est mentionné nulle part dans la description du FBI. Comparez cette vidéo avec 4 autres images de Ben Laden. Personne ne voit un problème? Tant que le gouvernement ne prouvera pas sans l'ombre d'un doute qu'Al-Qaïda était derrière le 11 septembre, les gens de ce pays ont toutes les raisons de penser le contraire. Et maintenant, la dernière question. Pourquoi notre gouvernement aurait fait une chose pareille? J'espère que vous êtes bien assis. Déjà, il y a Larry Silverstein, l'homme qui a acheté le World Trade Center en juillet 2001. Après le 11 septembre, Silverstein demanda 7,2 milliards de dollars à ses assureurs en déclarant que chaque avion représentait un acte de terrorisme distinct.
Cependant, le 6 décembre 2004, la Cour lui reversa seulement 2,2 milliards de dollars. Ensuite, nous avons les options de vente placées chez United Airlines, American Airlines et Boeing. D'après le San Francisco Chronicle, plus de 2,5 milliards de dollars ne furent pas réclamés. Et pour ce qui est du 11 septembre lui-même, Reuters rapporte que Convar, une compagnie informatique allemande, fut chargée d'aider les compagnies comptables de New York à récupérer les données de plus de 400 disques durs retrouvés dans les ruines du World Trade Center. Convar récupéra les informations depuis 32 ordinateurs différents et suggéra que des délits d'initiés avaient eu lieu le 11 septembre. Richard Wagner, un expert de Convar, déclare qu'il y a de fortes suspicions que certaines personnes aient eu connaissance préalable de l'heure approximative des crashs des avions, afin de déplacer des quantités d'argent excédant les 100 millions de dollars. Il pensait que les enregistrements de leurs transactions ne pourraient pas être tracés après que tout soit détruit. Après leur analyse, Convar remit les résultats au FBI. Malgré le fait que le FBI était responsable d'enquêter pour trouver les responsables, jusqu'ici, ils n'ont rien fait. Si l'on en croit Wikipédia, un des plus grands dépôts d'or du monde était stocké sous le World Trade Center. En 1993, la valeur de l'or était estimée à 1 milliard de dollars et soupçonnée de servir les intérêts koweïtiens. Lorsque le World Trade Center fut détruit, le niveau de l'or avait de loin excédé les niveaux de 1993. L'or fut finalement retrouvé dans sa globalité fin 2001. Ou plutôt, le fut-il vraiment? Le 1er novembre 2001, Times Online rapporta qu'une grosse quantité d'or avait été découverte dans les décombres du World Trade Center. Le maire Rudolph Giuliani annonça que plus de 230 millions de dollars furent récupérés à Ground Zero. Cependant, la division du commerce, Comex Metals, stockait l'or des banques de Nova Scotia, Chase Manhattan, la Banque de New York, Hong Kong et Shanghai, totalisant 950 millions de dollars. Et ce n'est qu'une seule compagnie. La rumeur veut qu'en fait, plus de 160 milliards de dollars étaient stockés dans le World Trade Center. Alors où est passé tout cet or? Vous vous souvenez de l'or qui fut trouvé en novembre 2001? Reuters rapporta qu'il fut découvert à l'arrière d'un gros semi-remorque avec plusieurs voitures dans un tunnel de livraison sous le World Trade Center numéro 5. Aucun corps ne fut retrouvé. Alors que les gens se rapprochaient du lieu, l'accès à Ground Zero fut restreint par le FBI et des agents des services secrets. Un travailleur qui fut dirigé vers la sortie du tunnel déclara à un journaliste « Si j'avais essayé de descendre là-bas, il m'aurait tiré dessus ». Des conducteurs d'engins de déblaiement travaillèrent sous l'œil vigilant de plus d'une centaine d'officiers armés. Allons droit au but. L'or du World Trade Center numéro 4 fut trouvé sous le World Trade Center numéro 5 dans un semi-remorque sans conducteur accompagné d'une escorte de voitures également vide. Je pense qu'il est raisonnable de dire qu'il venait de la tour sud. Comment ont-ils su qu'ils devaient partir alors que même les pompiers à l'intérieur de la tour sud ne s'attendaient pas à ce qu'elle s'effondre? 167 milliards de dollars en or, 200 millions retrouvés. Voilà pour l'argent. Depuis le 11 septembre, le président Bush a eu et continue d'avoir la permission de faire ce que bon lui semble sous le prétexte du 11 septembre. Le Patriot Act, le Department of Homeland Security, l'Afghanistan, l'Irak. Il est temps pour l'Amérique d'accepter le 11 septembre pour ce qu'il fut. Un mensonge qui tua des milliers de personnes et une raison pour en tuer des centaines de milliers d'autres et empocher des milliards et des milliards de dollars. Vous n'êtes pas révolté? Vous devriez l'être. Chaque tentative pour essayer de découvrir la vérité sur le 11 septembre a été ridiculisée tant de la part du gouvernement que par les médias pour avoir osé questionner la version officielle. Who spent nearly $2 million on an advertising blitz to convince people here in New York and elsewhere that 9/11 was a self-inflicted wound. Jimmy, welcome. Why are you doing this? I'm a patriot trying to defend this country from the real terrorists who have damaged and changed our country. I am asking the same questions that the widows and orphans, parents and friends of the victims of 9/11 are asking and have not had answered by either the 9/11 Commission nor by any real investigation to the mass murders that 66% of New Yorkers want investigated. Okay, Jimmy. Je le répète encore, pourquoi se cache-t-il et que nous cache-t-il? Et que faudra-t-il aux gens de ce pays pour qu'ils se sentent concernés et fassent quelque chose? L'Amérique a été détournée, pas par Al-Qaïda, pas par Oussama Ben Laden, mais par un groupe de tyrans prêts à tout ce qu'ils jugeront nécessaire pour garder leur emprise sur ce pays.
Alors que peut-on faire contre ça? Partager ces informations avec des amis, la famille ou des étrangers.